Avez-vous entendu l'histoire du concierge qui avait 8 millions de dollars d'économie lorsqu'il est décédé en 2014? Oui, vous avez bien entendu, concierge, 8 millions de dollars. Et il n'a pas gagné à la loterie, ni hérité de l'argent non plus. Il a simplement épargné régulièrement tout au long de sa vie, tout en laissant les merveilles de la capitalisation faire leur œuvre. La morale est que votre comportement avec l'argent est souvent plus important que votre intelligence. Même si vous n'avez pas de diplôme de Harvard ou que vous ne travaillez pas à Wall Street, vous pouvez devenir riche simplement en vous comportant de manière saine. Comme le dit Morgan Housel, la réussite financière n'est pas une science exacte. C'est une compétence douce où la façon dont vous vous comportez est plus importante que ce que vous savez. Passez vos 10 à 15 prochaines minutes sur cette vidéo et vous pouvez exceller dans la compétence de l'enrichissement. Il s'agit d'un résumé des 5 principaux points à retenir de la psychologie de l'argent par Morgan Housel. Leçon numéro 1, payez le prix. Supposons que vous vouliez une nouvelle et belle montre. Vous allez au magasin pour découvrir les offres. Vous recherchez vraiment quelque chose qui impressionnera vos amis et la charmante Beyoncé avec qui vous sortez. Vous avez maintenant le choix. Soit vous payez la montre, soit vous la volez et courir parce que vous êtes plus rapide que Kipchoge. Je suppose que vous choisiriez l'option numéro 1, quelle que soit votre capacité physique. Vous sortirez votre carte. Le fait est que vous savez qu'avoir une nouvelle montre a un prix, des frais. Et c'est exactement la même chose avec l'investissement. Cela a aussi un prix. Dans l'investissement, il y a des points récurrents à retenir pour des rendements élevés. L'un d'entre eux étant un portefeuille quelque peu concentré, Peter Thiel étant peut-être l'exception. Le portefeuille concentré apporte une caractéristique à votre performance. Ce sera volatile. C'est le prix, le coût pour obtenir des rendements élevés sur le marché boursier à long terme. Si vous n'avez pas le courage de maintenir le cap lorsque votre valeur nette diminue, disons de 20% au cours d'une seule semaine, alors que 2 de vos principaux titres publient des bénéfices trimestriels inférieurs aux attentes des analystes, ne cherchez pas à maximiser vos rendements, car plus les rendements sont élevés, plus ces frais sont généralement élevés. Disons qu'il y a 10 ans, vous pouviez déjà visualiser le brillant avenir de Netflix. Vous avez investi une grande partie de votre valeur nette dans l'action. Eh bien, alors vous serez une personne assez riche aujourd'hui. Cependant, pourriez-vous vous permettre de payer le prix de ce voyage? Netflix a connu, au cours de cette période, de nombreux ralentissements majeurs. Auriez-vous pu rester assis dans ce bateau en 2011 lorsque Netflix a perdu des tonnes de clients et que le cours de son action a chuté de 80% par rapport à son sommet au cours des mois suivants? Les rendements de votre portefeuille seraient terribles. Que diriez-vous à votre conjoint et à vos enfants? Pourriez-vous supporter de les affronter en sachant que vous pourriez mettre en danger leur avenir? Pensez-vous toujours qu'être presque entièrement consacré à Netflix est une bonne idée? Il s'agit bien sûr d'un exemple extrême, mais même si vous adoptez une approche moins extrême qu'une approche Netflix de l'investissement, vous devrez néanmoins payer le prix de la volatilité. Supposons que vous ayez acheté un fonds indiciel S&P 500 en 1980, vous auriez quand même dû faire face à environ 13 années combinées pendant lesquelles votre portefeuille de placement aurait perdu 20% de sa valeur par rapport à son sommet. Et pendant environ 8 mois, il était en baisse de 50%. C'est dur. L'investissement en bourse est une excellente chose qui permet de créer de la richesse comme peu d'autres options. Mais ne vous laissez pas tromper, cela n'est pas gratuit. Tous les investisseurs connaîtront la volatilité et vous devez le considérer comme le prix à payer pour un avenir meilleur. Leçon numéro 2, c'est jamais assez. Si donner à quelqu'un un bonus de 2 millions de dollars et qu'il découvre que la personne à côté de lui a reçu 3 millions, ce nouveau montant va lui susciter de l'envie. Le capitalisme est excellent dans 2 domaines, générer de la richesse et susciter l'envie. L'envie de surpasser vos voisins, vos pairs et vos amis peut vous aider à dynamiser votre travail acharné et à vous efforcer de vraiment réussir. Et bien sûr, être motivé à devenir plus productif et à faire un travail significatif est une bonne chose, mais la comparaison sociale peut également nous donner l'impression que nous ne sommes jamais assez. Regardons quelques statistiques. Pour faire partie du 1% des personnes ayant les revenus les plus élevés aux États-Unis, vous devez gagner environ 500 000 dollars par an. C'est ce que gagne un médecin hautement spécialisé, appelons-le Hiruzen, et selon presque tous les critères, Hiruzen serait considéré comme riche. Il peut se permettre de conduire de belles voitures, de partir en longues vacances dans des pays exotiques, peut-être d'embaucher quelqu'un pour faire un travail qu'il trouve fastidieux, etc. Hiruzen a réfléchi à lui-même et à ce qu'il a accompli financièrement dans sa vie. Eh bien, c'était jusqu'à ce qu'il achète une maison de vacances dans les Hamptons et réalise qu'il avait Kakashi comme voisin. Kakashi fait partie du 1% le plus riche du 1%. Il est PDG d'une assez grande entreprise publique et gagne la somme astronomique de 10 millions de dollars par an. Maintenant, on pourrait espérer qu'au moins Hiruzen serait satisfait de ses réalisations financières, mais non. Ce type était un ami d'enfance de Michael Jordan et ce plus grand joueur de basketball de tous les temps fait partie du 1% du 1% du 1%. Eh bien, comparé à la fortune de Jordan d'environ 2 milliards de dollars, le salaire annuel de Kakashi de 10 millions de dollars semble soudainement dérisoire. Est-ce que ça s'arrête ici? Eh bien non, ce n'est pas le cas, parce que Jordan assiste parfois à des fêtes avec des célébrités où un gars nommé Jeff Bezos se présente. Bezos fait partie du 1% le plus riche du 1% du 1% du 1% et il a augmenté sa valeur nette d'environ 75 milliards de dollars en 2020 pour atteindre aujourd'hui quelque chose comme 200 milliards de dollars. Il y a toujours un plus gros poisson. Et au-dessus, tu vas avoir Bernard Arnault, Elon Musk, et au-dessus, tu vas avoir les cheikhs d'Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats qui ont plus d'argent que même Elon Musk. Ce type d'envie qui a émergé de comparaisons de ce genre a poussé de nombreuses personnes à faire des bêtises tout au long de l'histoire. Certains ont utilisé leur portefeuille à outrance pour accéder à une pyramide plus élevée pour finalement tout perdre et se suicider. Certains ont agi sur la base d'informations privilégiées et ont perdu à la fois leur réputation personnelle et plus tard leur liberté lorsqu'ils ont été emprisonnés. Beaucoup ont abandonné leur famille et ont vu leurs partenaires les quitter ou les tromper ou les deux en conséquence. En apprenant comment devenir un investisseur prospère, il y a de fortes chances
que vous atteignez à un moment donné un niveau de liberté financière dont le citoyen moyen ne peut que rêver. Mais vous devez à un moment donné accepter que cela suffit. Nous n'échangerons pas quelque chose que nous avons et dont nous avons besoin contre quelque chose que nous n'avons pas et dont nous n'avons pas besoin, même si nous aimerions l'avoir. Leçon numéro 3, la folie est dans l'œil de celui qui regarde. À première vue, il semble que beaucoup de gens fassent des choses folles avec leur argent. Certains le dépensent en sommes ridicules pour des articles ridicules, tandis que d'autres le cachent sous leur matelas. Mais il ne faut pas oublier que les gens viennent de horizons différents, ont des enfances différentes, des parents différents, des expériences de vie différentes et des éducations différentes. Tout cela donne lieu à des perspectives et des valeurs différentes. Ce qui vous semble fou peut avoir un sens pour moi. Dans son livre, Morgan utilise l'exemple des billets de loterie. Les ménages américains aux revenus les plus faibles dépensent plus de 400 $ par an à la loterie. C'est 4 fois plus que la moyenne dans la tranche de revenus la plus élevée. Ajoutez à cela le fait que plus d'un tiers des Américains ne peuvent pas réunir 400 $ en cas d'urgence. Ces personnes dépensent-elles leurs réserves d'urgence en billets de loterie? Cela semble fou, n'est-ce pas? Mais encore une fois, nous n'avons pas la même perspective que les individus. Essayez de voir les choses de leur point de vue. Ils vivent d'un salaire à l'autre, avec peu de marge de manœuvre pour économiser de l'argent. Ils manquent pas souvent d'éducation et donc d'une belle trajectoire de carrière. Ils ne peuvent pas se permettre de belles vacances ou une nouvelle voiture et ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'université sans s'endetter énormément. Acheter un billet de loterie est leur façon de réaliser le rêve que beaucoup d'entre nous vivent déjà. C'est pourquoi ils achètent plus de billets de loterie que nous. Pas si fou que ça, après tout peut-être. Alors comment cela fait-il de vous un meilleur investisseur? D'une part, en reconnaissant que nous sommes différents, nous sommes moins tentés de copier un portefeuille ou une stratégie d'investissement qui ne correspond pas à nos propres objectifs. Par exemple, notre propre profil de risque pourrait être plus élevé que celui d'un milliardaire, car nous nous concentrons davantage sur la partie devenir riche et moins sur la partie rester riche. Copier le portefeuille du milliardaire pourrait ne pas être optimal pour vos objectifs. Reconnaître les différences peut également nous aider à dire non plus facilement aux investissements qui se situent en dehors de notre propre cercle de compétences. Comprendre les points de vue des différents peuples, ou du moins qu'il existe différentes perspectives à travers lesquelles voir le monde, vous aidera à mieux comprendre notre société et vous guidera sur le chemin qui est le vôtre. Quatrième leçon, la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, les crises financières et le Covid-19. Il s'agissait d'événements qui ont façonné notre société, qui ont eu des répercussions considérables sur les marchés financiers et qui étaient pratiquement impossibles à prévoir. Nassim Taleb, qui est l'un de mes auteurs préférés, appellerait ces événements des signes noirs. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur ce livre. La définition d'un signe noir est la suivante. 1. C'est une valeur aberrante. Rien de ce qui s'est produit auparavant ne peut laisser présager de manière convaincante la possibilité même d'un tel événement. 2. Cela a un impact extrême. 3. Cela devient explicable après coup. La nature humaine nous trompe en nous faisant croire que nous aurions dû savoir que cela arriverait depuis le début. Imaginez que nous sommes le lundi noir de 1987. Comment auriez-vous réagi si le marché avait perdu près d'un quart de sa valeur en une journée? Auriez-vous été l'une de ces personnes qui ont crié « Vendez, vendez » ou auriez-vous pu résister à la tempête en ajoutant peut-être des jetons supplémentaires que vous avez gardés de côté? Voici un fait intéressant. Si vous aviez investi dans l'indice S&P 500 il y a 20 ans, mais que vous aviez manqué les 4 jours de marché boursier les plus performants, vous auriez obtenu un rendement de 164% au lieu de 291%. C'est une très grande différence. La morale de cette leçon est qu'il est plus utile de se préparer, mentalement et financièrement, à une catastrophe que l'on ne peut pas prévoir, plutôt que d'espérer pouvoir réagir avant tout le monde. Arrêtez d'écouter les projections macroéconomiques. Les choses qui susciteront de grandes craintes au sein de la communauté des investisseurs à l'avenir sont celles qui sont, de toute façon, peu susceptibles d'être prévues. Point à retenir numéro 5. La séduction du pessimisme. Si je devais vous donner un tas de raisons pour lesquelles le marché va s'effondrer plus tard cette année, en mentionnant la dette gigantesque du gouvernement américain, le fait que les chèques de relance pourraient conduire au retour de l'inflation, vous seriez probablement intrigué et vous vous retrouveriez peut-être avec une vision assez négative de l'état actuel du cycle du marché. Si je vous donnais plutôt des exemples de la raison pour laquelle les choses continueront probablement à s'améliorer, en montrant comment l'espérance de vie augmente, comment l'énergie durable devient moins chère ou comment la puissance de calcul explose, vous hausseriez probablement les épaules et n'y réfléchiriez pas à deux fois. Nous savons tous que la personne pessimiste semble très intelligente et que l'optimiste semble naïf en comparaison. Pourquoi donc? Daniel Kahneman, l'auteur de Thinking Fast and Slow, affirme que l'asymétrie face à la perte et l'écoute des pessimistes sont un trait évolutif. Lorsqu'on les compare directement ou qu'on les pondère les unes par rapport aux autres, les pertes semblent plus importantes que les gains. Nous avons tendance à écouter les pessimistes avec plus d'attention, non seulement pour des raisons évolutives, mais aussi parce que les progrès sont beaucoup plus lents que les revers. Les progrès se produisent rarement du jour au lendemain, mais les revers, eux, le font souvent. Étant donné que les tragédies et les revers se produisent sur des périodes de temps beaucoup plus courtes, il est beaucoup plus facile de créer une histoire intrigante et convaincante autour d'eux, et ils reçoivent ainsi plus d'attention. Pour créer une histoire optimiste sur l'avenir, nous devons considérer des horizons temporels plus longs. Cela devient souvent plus vague et moins dramatique. Savoir que vous serez peut-être plus fasciné par un pessimiste et moins par un optimiste peut peut-être vous aider à devenir moins asymétrique à son égard à l'avenir. Le monde est meilleur que vous ne le pensez, comme l'aurait dit le Suédois Hans Rosling. Donc, vous ne deviendrez pas riche en bourse sans payer le prix de la volatilité. L'envie est le pire des 7 péchés capitaux. Ne risquez jamais ce que vous avez et ce dont vous avez besoin pour ce que vous n'avez pas et dont vous n'avez pas besoin. Des perspectives
perspectives différentes font que différentes lignes de conduite sont raisonnables ou rationnelles. Au lieu d'essayer de prévoir les catastrophes, préparez-vous mentalement et financièrement afin de pouvoir y survivre. Et soyez prudent lorsque vous prenez des conseils en matière d'investissement. Comprenez que le pessimisme fait davantage appel à votre instinct de survie que l'optimisme. C'était tout pour aujourd'hui, mais ce n'était pas tout pour Morgan Housel. Découvrez le livre, c'est un vrai bijou.